Bonsoir. Les titres polémiques autour du dossier Civita. La société accuse le ministère de l'Industrie sur la relance de ses travaux de visite technique. Réaction du patron du ministère, décryptage dès le début de ce journal. La lutte contre les mutilations génitales féminines s'intensifie dans le pays. À Conakry, de nouvelles stratégies sont envisagées pour limiter ou mettre fin à la pratique. Mohamed De Camara suit pour nous cette campagne. Et puis nous ferons un survol de l'actualité internationale après la Syrie, l'Inde, l'Éthiopie, retour sur le sac du Portugais Cristiano Ronaldo, élu sans surprise meilleur joueur du monde. Bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. Tout de suite, en bref et en images, cette audience du président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu ce mardi une délégation ministérielle des Émirats arabes unis, conduite par le ministre Ali Al-Shamsi. Cette mission a pour objectif d'échanger sur le renforcement de la coopération entre Conakry et Abu Dhabi, mais aussi d'entamer les discussions sur la commission mixte paritaire et l'organisation du Forum des hommes d'affaires d'Abu Dhabi en Guinée. Vous le voyez donc en image, cette rencontre du chef de l'État avec cette délégation ministérielle des Émirats arabes unis, conduite, je le disais tout à l'heure, par le ministre Ali Al-Shamsi. Je vous l'annonçais en titre, ce qui concentre l'attention ce soir, cette polémique sur la visite technique des automobiles. La Guinée est l'un des rares pays de la sous-région où les véhicules échappent au contrôle technique. Depuis l'arrêt des travaux en 2004 de la Civita, sa relance a plusieurs fois été annoncée, sans succès pour le moment. La société industrielle de visite technique automobile accuse le ministère de l'Industrie d'étouffer le dossier, ce que rejette le ministère. Alors, qu'est-ce qui coince réellement? Voyons cela avec notre reporter Abdul Karim Kamara. Quartier Anta, dans la commune de Matoto. Il porte le nom de l'entreprise nationale de tabac et d'allumettes sous la Première République. Depuis quelques jours, le site est revendiqué par le PDG de Civita pour l'installation de son centre de visite technique d'automobile. Pour lui, c'est le ministre de l'Industrie qui l'empêche de s'installer encore. Tout récemment, l'instruction présidentielle a été que on nous facilite de donner l'ANTA. L'ANTA a été donné, on a fait nos études, on a été envoyé à un ministre et ce ministre continue à me retarder. Sinon, les équipements sont là, les financements sont là, les techniciens sont formés, ils sont dans les centres qui sont à l'intérieur du pays, ils n'attendent que ça pour qu'on nous fassions l'éclosion. Est-ce que moi je suis fou? Je suis membre du gouvernement. Est-ce que je suis fou que le président de la République m'instruit d'exécuter une décision et que je ne le fasse pas? L'État était assujetti à la présentation d'un dossier technique relatif à l'implantation de cette unité au niveau de Anta Allumette. Malheureusement, au lieu de recevoir un dossier technique, j'ai reçu juste un plan de masse qui m'indiquait un certain nombre de bâtiments dessinés sur ce plan de masse et qui disait que là, il y avait des unités de contrôle automobile avec des espaces destinés à des activités commerciales. J'ai interpellé Civita en disant non, l'activité technique n'a rien à voir avec l'activité commerciale. Et que s'il y a une activité commerciale qui est adossée à l'activité technique, il n'y aura pas d'activité à ce niveau. Et que nous lui demandons de nous présenter un dossier technique relatif à son projet. Au terme du délai qui lui a été imparti, ce dossier technique, nous ne l'avons pas reçu, ce qui de fait annulait le protocole qu'on avait. Anta fait partie des unités industrielles qui sont revenues récemment dans le portefeuille de l'État. Pour le ministère de l'Industrie, la privatisation ou la cession des équipements de l'entreprise obéit à un certain nombre de procédures. C'est un projet qui a fait rêver certains citoyens pour des restaurants, commerces annoncés au Grand Hôtel Azalaï. 2 ans après le lancement du chantier, tout semble s'arrêter sur le site. Pourquoi? Les entrepreneurs dénoncent la présence d'encombrants physiques qui bloqueraient les travaux. Le ministre du Tourisme et son homologue de l'aménagement du territoire se rendent sur place pour comprendre les raisons de l'arrêt du chantier. Témoignage en images dans ce reportage de Saint-Martin Fancinadouno.
Sur l'ancien site de l'abattoir à Koléa, un espace encore nu de 19 000 m². Depuis 2 ans, il attend la construction du grand hôtel Azalaï 4 étoiles, un immeuble de 10 étages pour 184 chambres. Pour comprendre les raisons du retard des travaux de construction, les ministres de l'Habitat et du Tourisme sont sur le terrain. Ils haussent le ton et donnent aux promoteurs un nouveau délai. Ils n'ont fait que le décapage et rien n'est fait après ça. Donc on leur a donné 1 mois pour essayer de réagir et faire en sorte qu'on voit les travaux démarrer. Et au cas contraire, on sera, comme je le disais tout à l'heure, obligé de reconsidérer notre position. J'ai reçu un courrier de Azalaï, du groupe Azalaï, dans lequel on me disait qu'il y avait une occupation anarchique de la zone. J'arrive sur le site, pratiquement rien n'est occupé, le site est complètement désert, il est vide. Donc ce n'est pas un argument qui tient. Un deuxième argument qu'ils ont posé, dont le ministère me fait état, mais qui n'est pas dans leur courrier, c'est le problème du tuyau d'évacuation. Il est dans la mer. Il faut que chacun comprenne. Tous ceux aujourd'hui qui ont bénéficié d'un bail, qui ont bénéficié de terre pour l'État, que ce soit dans la zone industrielle, que ce soit ailleurs, nous allons travailler de manière à ce que le bail soit respecté. Et les clauses doivent être respectées. Ceux qui vont violer les clauses et ceux qui occuperont ou réserveront des zones, des sites pour pouvoir les vendre après aux gens, pour les morceler, les vendre aux gens, nous allons prendre toutes les dispositions pour que tout ce qui est comme bail au niveau du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, en tout cas tout ce qui est comme bail donné, si les dispositions ne sont pas prises, pour ceux qui sont les bénéficiaires de ces baux, nous allons prendre toutes les dispositions pour pouvoir les annuler. L'entreprise chargée d'exécuter ces chantiers s'engage à nouveau de reprendre au plus vite les travaux. Le démarrage en début c'est plus difficile. Dès qu'on est lancé et puis on va accélérer beaucoup plus vite. Ce chantier sera donc exécuté en 2 ans. Il fait partie de ces projets présidentiels qui changent progressivement le visage de la capitale. Dans les rues de Conakry, une mission du ministère de la Sécurité évalue l'opération du déguerpissement des artères publiques. Les citoyens apprécient et souhaitent que la campagne se poursuive. Après les 3 mois d'essai annoncés par les initiateurs, seront-ils entendus? Notre reporter Daouda Taban Silla suit pour nous les évaluateurs. Regardons son reportage. Les rues de Conakry respirent après le dégagement des emprises publiques. 2 semaines après le lancement de l'opération, la parole politique se crédibilise et sur toutes les artères de la ville, circuler devient facile. Un pari gagné grâce à la rigueur des agents de contrôle postés à tous les niveaux pour veiller au respect de la consigne des autorités. Moi, en tant que citoyen, j'apprécie beaucoup et je solliciterai auprès, n'est-ce pas, du ministre que ça soit un événement continuel parce qu'il ne faudrait pas que ça commence et pendant que ça commence à trouver solution, à un moment donné, on arrête. C'est le suivi qui est plus important dans toutes choses. Actuellement, tu peux faire la ville aller-retour 2 ou 3 fois, tellement que la route est libre. Et les accidents ont beaucoup diminué. Puis que la sécurité routière là, intervienne sur les routes, vraiment, c'est OK. Ça ne sera pas un feu de paille. 2 mois durant, nous avons fait une campagne de sensibilisation. Et cette fois-ci, c'est la continuité. Nous n'allons pas désemparer. De Kaloum à la haute banlieue de Conakry, une mission du ministère de la Sécurité évalue l'opération. L'occasion de rassurer le public sur la continuité de la campagne. Le plan d'action, c'est pour 3 mois, en prélude des États généraux. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'arrête à 3 mois. Ça va continuer. Mais la nature a horreur du vide. Autant on déguerpit, il faudrait qu'on plante au moins une fleur. Il faut sécuriser les marchés. Ceinturer les marchés pour ne pas que les femmes ressortent. Après Conakry, cette expérience va se transporter dans les autres villes de l'intérieur. L'objectif des initiateurs est de garantir la fluidité dans la circulation routière dans toutes les villes du pays. Et puis ce tour de l'actualité nationale, en bref et en images, une compilation de la rédaction commentée par Algassimouba. La Guinée prend part au Forum de Paris sur le partenariat public-privé. Les hommes d'affaires discutent des possibilités de nouer des partenariats gagnant-gagnant. Les hauts cadres de l'État font la promotion du climat d'affaires en Guinée et incitent les investisseurs à accompagner l'élan de développement en cours sous la Troisième République. Le climat a absolument changé en Guinée depuis l'avènement du président Alpha Condé aux affaires. Le climat des affaires s'est nettement amélioré. D'abord, le cadre institutionnel s'est renforcé par la création de ma structure qui est le Conseil présidentiel des investissements et par la création
de l'Agence de promotion des investissements privés. Ces deux institutions traduisent le one-stop shop en termes de politique d'attraction et de facilitation de l'entrée des investisseurs en Guinée. Ça a beaucoup changé ça. Ensuite, on a revu le dispositif législatif lié à l'investissement. Une loi PPP a été prise. Un nouveau code des investissements a été édicté. Une loi anticorruption a été mise en place pour un peu réguler le contexte et le cadre de manière à ce que ces opérations se passent dans la transparence. Au Koweït, le nouvel ambassadeur Mamadi Traoré vient de présenter ses lettres de créance à son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Au cours de cette cérémonie solennelle, l'ambassadeur a eu un entretien avec l'émir. Le diplomate guinéen a indiqué que l'ouverture pour la première fois d'une ambassade guinéenne dans cet émirat est une preuve éloquente de la volonté qui anime le professeur Alpha Condé à développer des relations bilatérales avec le Koweït. En réponse, l'émirat a chargé l'ambassadeur Mamadi Traoré de transmettre à son frère, professeur Alpha Condé, ses fraternelles salutations et de l'assurer de sa totale détermination à travailler étroitement avec lui à l'instauration de relations exemplaires et mutuellement avantageuses. Au ministère de l'Industrie, fini le système classique d'archivage. Une bibliothèque et un centre d'archives numériques sont mis en place. Un outil moderne pour utiliser désormais à bon escient tout ce que le département dispose comme mémoire. Ce que nous faisons, une fois que nous avons mis en place le tableau de gestion, nous numérisons ces archives. Une fois que c'est numérisé, ça rentre maintenant dans un serveur. Ce serveur est rattaché directement à une application que nous avons développée qui s'appelle Archilink. Ça permet un échange à l'intérieur d'un système. Donc à l'intérieur du département, il y a une possibilité d'échange de données. À l'Abbé, 58 motos viennent d'être offertes aux services de santé de la région. Le don s'inscrit dans le programme d'amélioration des services de santé primaire dans la région et celle de Farana. L'initiative est du gouvernement guinéen avec l'appui de la Banque mondiale. Ce matériel devrait faciliter la mobilité des agents de santé en charge de la vaccination et soutenir les efforts de réduction de la mortalité maternelle. Santé, c'est ce mardi la journée mondiale de lutte contre la polio, une maladie contagieuse qui touche surtout les enfants et qui peut entraîner des paralysies très handicapantes et parfois la mort. En Guinée, le nombre de cas a diminué, mais la bataille n'est pas gagnée. Une campagne de vaccination de routine est annoncée par les autorités pour protéger les enfants. De quel type de vaccin il s'agit? Élément de réponse avec Adia Toubari. 4 jours après leur naissance, les jumelles Camara sont admises à l'unité du programme élargi de vaccination. Accrochées à leur père, elles reçoivent les premières doses vaccinales. Premier acte médical à poser dès la naissance. Pour ce départ, 2 vaccins, le BCG et le polio 0, sont administrés aux jumelles Camara. Ces différents vaccins visent à prévenir respectivement la tuberculose et le poliovirus. Environ 30 nouveau-nés ont reçu leur dose vaccinale ce matin dans ce centre médical de Ratoma. On vaccine le BCG avec la main gauche. Ici, dessous titanique, c'est l'injection. Le polio, c'est la bouche, 2 gouttes de polio. Rendez-vous est pris dans 45 jours pour ces nourrissons appelés à recevoir le pentavalent 1. Un composé de 5 vaccins, tout aussi important que les produits précédents. On sensibilise pour que la maman envoie leurs enfants pour vacciner. Il y a tétanos, il y a diphtérie, il y a poliomyélite, il y a l'hépatite, il y a l'hépatite influenzae. Tous les vaccins sont disponibles. Chaque enfant de 6 à 59 mois soit supplémenté en vitamine A et qu'ils amènent aussi les enfants pour faire le rattrapage
pour la vaccination. Au total, chaque enfant doit recevoir gratuitement 6 types de vaccins avant l'âge de 1 an. Cette vaccination de routine se déroule dans toutes les structures sanitaires du pays. Malgré cette politique de gratuité, seulement un enfant sur 4 est complètement vacciné, selon les statistiques du ministère de la Santé. Pourtant, le respect du calendrier vaccinal est l'un des moyens sûrs pour la protection des enfants contre plusieurs maladies épidémiques. Quant au poliovirus de type 2, sa circulation est rompue grâce au concours de vaccins. Et puis à la douane, un guide opérationnel sur la gestion éventuellement de crises sanitaires dans le pays est en élaboration. Ebola est éradiqué, mais les services de la douane restent en alerte et ne veulent pas baisser la garde. Cette rencontre est le prélude à l'Organisation mondiale des douanes, comme l'explique Alassane Diogobari. En plus des cadres de la douane, participent ceux de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, du PAM, de l'OMS, de la police nationale, la protection civile et la gendarmerie. Autant de services impliqués dans tout programme de gestion d'éventuelles crises d'ordre sanitaire. C'est l'OMD, Organisation mondiale des douanes, qui chapeaute l'activité à travers un projet dénommé CERED. La douane avait un rôle important à jouer lors du dédouanement des marchandises des envois de secours. Parce que bien sûr, tous les États membres de l'OMD ont des procédures naturellement pour pouvoir traiter relativement rapidement ces envois de secours, mais on s'est aperçu que celles-ci pouvaient être améliorées. Et notamment la collaboration avec les autres organismes présents aux frontières. Dans le cadre de ce que l'on appelle à l'Organisation mondiale des douanes, la coordination aux frontières. Donc il faut que chacun connaisse les contraintes de chacun, qu'on ait un guide opérationnel qui peut être utilisé immédiatement et qui est révisable à chaque modification qui peut être apportée dans votre cadre légal. Donc c'est l'objet de ce séminaire qui sera suivi, je l'espère, d'un atelier pour former les agents douaniers et les humanitaires sur les procédures et aussi tenter de réaliser un exercice de simulation pour être sûr que chacun d'entre nous, pour s'assurer que nous soyons prêts à recevoir l'aide internationale. Suite à l'impact dévastateur de la dernière crise d'Ebola survenue en Afrique de l'Ouest, il est apparu que les administrations douanières jouent un rôle central dans la réduction des effets de l'épidémie. La douane a notamment pu assurer la libération des biens de secours sans compromettre la sécurité des populations et la santé de leurs employés. La douane joue en effet un rôle pivot dans la réduction des effets de ces catastrophes. Elle doit assurer la libération prioritaire des biens humanitaires sans compromettre la sécurité de leur pays et la santé des employés. Depuis 2016, l'OMD fournit un soutien aux services de douane d'Afrique de l'Ouest affectés par Ebola, un soutien qui vise à mieux les préparer et les soutenir dans la lutte contre les épidémies et les désastres naturels. Comment freiner ou éradiquer les mutilations génitales féminines dans le pays? La question est en débat à Conakry, alors que la Guinée occupe le 2e rang au classement mondial avec 97% de taux de prévalence concernant la pratique des mutilations génitales féminines après la Somalie. Un défi de taille pour le gouvernement et ses partenaires qui se concertent sur la question. L'occasion de proposer de nouvelles stratégies de lutte contre le phénomène. Mohamed de Camara, Maurice Sidibé. Près de 29% des femmes subissent au moins une forme de violence avant l'âge de 15 ans, indique un rapport du cabinet d'études diagnostiques. Pour réduire ce taux de prévalence, les acteurs impliqués dans la lutte se concertent à Conakry sur les stratégies à adopter. Ces cadres du ministère de l'Action sociale et des départements sectoriels harmonisent les outils de collecte de données sur les violences basées sur le genre. On travaille en collaboration avec le ministère de l'Action sociale et il y a des centres de prise en charge des violences dans les structures de santé ainsi qu'au niveau de la gendarmerie, de la police. Environ, je peux dire 32, puisque à la santé, il doit y avoir au moins 16 et 16 au niveau de la sécurité aussi. Mais il faut se dire que le phénomène, comme vous le savez, c'est toujours tabou.
Ces travaux du groupe, une fois achevés, permettront d'élaborer un document qui va servir de boussole dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Le ministère de l'Action sociale, la promotion féminine et de l'ensemble a initié cette activité dans un seul but, c'est harmoniser les collectes d'analyse des données pour fournir aux techniciens, à ceux qui sont sur le terrain, les moyens d'intervenir correctement. La présente journée de consultation découle de l'insuffisance des données sur les violences basées sur le genre. Des questions comme les types de violences, les cibles, la prise en charge des victimes seront répondues par la 50aine d'acteurs réunis. Éducation, avec cette problématique majeure liée à l'adéquation formation-emploi, la plupart des programmes de formation dans les universités ne prennent pas en compte les besoins du marché du travail. La question préoccupe les responsables de l'université Amadou Dieng qui expérimentent cette année un programme spécifique pour permettre à l'apprenant de se projeter dans son avenir professionnel. Le point avec Djene Yansani. L'adéquation, formation, emploi, un défi de taille pour les acteurs du système éducatif guinéen. L'occasion pour l'université Amadou Dieng de développer un modèle d'enseignement expérimenté dans une vingtaine de pays francophones. Il porte essentiellement sur le leadership, le développement personnel et les outils de recherche et de création d'emplois. Les jeunes qui échouent en généralement, ce sont des jeunes peut-être qui n'osent pas commencer. Mais parce qu'on leur a dit qu'il ne faudrait pas commencer. Et si les jeunes prennent l'initiative de commencer, ils peuvent réussir leurs ambitions entrepreneuriales. L'observation de l'environnement immédiat, la connaissance de soi-même, l'objectif, la confiance en soi sont des thématiques développées dans ce programme. L'objectif est d'amener ces jeunes à exploiter les potentialités en eux. La conférence là m'a beaucoup aidé et il m'a fait enrichir. Parce que j'ai moi-même un projet à réaliser. Le projet, c'est l'implantation des panneaux publicitaires des entreprises au grand marché de Madina. Nous avons pensé aujourd'hui qu'il faut les outiller pour qu'ils soient d'autant plus aptes sur le marché de l'emploi, qu'ils comprennent aujourd'hui que l'État n'est pas le seul moyen sur lequel, bien entendu, il faut attendre pour avoir de l'emploi. Et aujourd'hui, la meilleure façon aujourd'hui d'être utile à sa société, il faut s'auto-prendre en charge. Lors de cette conférence débat, plusieurs opportunités dans le secteur agricole ont été montrées à ces étudiants. Une manière d'amener ces jeunes à être un jour leur propre employeur. Essayons maintenant de voir ce qu'il faut avoir comme qualité ou compétence pour un ministère pastoral bien réussi. Bibliste, conseiller spirituel, animateur de la vie de l'Église, concierge ou encore évangéliste, le pasteur a tout d'un grand polyvalent. À écouter certains, c'est aussi un leader, mais de quel leader il s'agit? Des pasteurs d'église évangélique de Conakry dressent le profil de ce qu'ils appellent une nouvelle génération de leaders. Francis Collier nous en dit plus. Former une nouvelle génération de leaders à la mentalité du royaume de Dieu, c'est la raison de ce rassemblement de pasteurs et leaders des églises évangéliques de Conakry et de l'intérieur du pays. Ils sont interpellés à promouvoir l'unité entre eux et autour d'eux pour le salut de la Guinée. I would not be doing this if I just thought it was to give information. Nous avons donné cette formation aux pasteurs, c'est pas pour que eux-mêmes ils soient remplis d'informations ou bien ils soient remplis de connaissances. Mais le but, c'est de pouvoir former ces pasteurs pour que eux, à leur tour, ils aillent former le peuple de leurs églises et aussi au-delà envoyer ce message aussi aux gens qui sont dehors. And even beyond Guinea to reach into the nations of the world. À travers ce programme d'enseignement de 3 jours, les participants se disent prêts à former d'autres leaders pour l'accomplissement de leur mission. Il faut dire que ça a été vraiment un moment d'édification pour nous qui sommes des pasteurs, édification personnelle et des moments vraiment d'encouragement pour que nous puissions nous lever et continuer de gagner surtout notre Guinée pour Jésus. Si nous sortons, nous leur prêchons la vérité, ça pourra affecter beaucoup à travers les miracles, à travers les songes, à travers les révélations, ça va les toucher. Pour conserver cette dynamique, les participants souhaitent que cette rencontre soit organisée chaque année pour la culture de l'amour et de l'unité parmi les pasteurs et leaders en Guinée.
Et puis ce tour de l'actualité internationale qui nous amène en Syrie, en Inde, en Éthiopie, mais aussi dans le monde du football professionnel avec le sacre pour la 5e fois du Portugais et madrilène Cristiano Ronaldo, élu meilleur joueur du monde par la FIFA, Fatimatou Diallo. Les djihadistes de l'État islamique ont été chassés de leur bastion de Raqqa en Syrie, mais les dégâts y sont tels qu'il faudra des mois pour nettoyer et commencer à reconstruire la ville. Le groupe État islamique a pris le contrôle total de la ville en 2013. Dans le Bihar, État du nord de l'Inde, parmi les plus pauvres du pays, plus de 70 000 personnes ont été arrêtées depuis l'interdiction en avril 2016 de la vente et consommation d'alcool, une mesure que d'autres États indiens envisagent d'adopter. À Addis Abeba, le jour de la première sortie de ce film qui retrace son terrifiant voyage de migrants à travers le Soudan et l'Égypte, Zecharias Mesfin est arrivé dans un cercueil pour témoigner des dangers et du traitement inhumain subi par les migrants illégaux. Cristiano Ronaldo, élu meilleur footballeur du monde. C'était lors des Best FIFA Awards, ce prix de la FIFA qui récompense le joueur le plus performant entre le 20 novembre 2016 et le 2 juillet 2017, pouvait difficilement échapper aux Portugais. En une année, l'attaquant madrilène a remporté 4 titres majeurs de la Champions League européenne. Ronaldo est aussi bien parti pour son 5e ballon d'or. On termine avec ce message du ministre d'État à la présidence, chargé de la Défense nationale, à l'occasion de la célébration prochainement du 59e anniversaire de l'armée guinéenne le 1er novembre. L'occasion pour Mohamed Diané de lancer officiellement la semaine du soldat. Écoutons un extrait de cette déclaration recueillie par adjudant Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. Mesdames et messieurs, il y a moins d'un mois, le peuple glorieux de Guinée fêtait avec enthousiasme le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance nationale. Le 1er novembre prochain, il poursuivra cette fête de la liberté avec l'anniversaire de sa vaillante armée. La semaine qui précède cette date historique du 1er novembre, que nous appelons désormais la semaine du soldat, mettra l'armée guinéenne sous les projecteurs des médias publics et privés pour offrir l'opportunité au peuple de Guinée de communier avec elle. Pendant cette semaine, il sera question de passer en revue les acquis de l'armée, vus sous le prisme de la réforme du secteur de sécurité, initiée par le président de la République, chef de l'État, chef des armées, le professeur Alpha Condé. Je vous exhorte à davantage de dynamisme dans votre noble mission de défendre l'intégrité territoriale, de préservation de la paix et de la stabilité. Je profite pour vous transmettre les sincères félicitations du chef de l'État, chef des armées, pour la discipline dont vous faites preuve dans la défense de la patrie. J'ajoute que vous suivrez l'intégralité de cette déclaration après ce journal dans un magazine essentiellement consacré à la semaine du soldat. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à la régie, au cadreur Sadou Bari, au réalisateur Mohamed Kamara, Alpha Issiagaba et à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à nos téléspectateurs, notamment de Sigiri, Bofa et Télémilé. Bonsoir et restez fidèles à la télévision nationale.